Voilà, j'y suis enfin. C'est ce que je cherchais. C'est pour ce moment que j'ai fait tout ça. Je plane sur l'eau. Le temps s'est arrêté. Je me remplis de chlorophylle. Je suis dans un rêve, en apesanteur dans un bayou éphémère. Avec les oiseaux, dans cette forêt d'émeraude, je voudrais rester là pour toujours. Il y aura peut-être encore des moments de grâce comme celui-là. Il y en a eu quelques-uns ces 3 dernières semaines, mais il n'y a pas eu que ça. Et rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas encore eu la grêle. Il y a de la pluie, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la grêle. Mais ça va pas durer, hein. Je ne sais pas grand-chose de la vie, mais je sais juste que la rivière me fait du bien. Elle me calme. On ne s'y ennuie jamais. J'adore explorer les rivières. Mon imagination décolle à la vue du moindre ruisseau. Je pagaie depuis toujours. J'ai commencé par le kayak d'eau vive, la version adrénaline de l'exploration des rivières. En vieillissant, j'ai cherché à ralentir le tempo, faire des parcours plus faciles, mais beaucoup plus longs. C'est pour cela que je me suis mis au canoë de randonnée. En 2017, avec mon ami Philippe, nous traversons la France en canoë, entre Genève et l'Atlantique. 1500 km de vie sur l'eau, à la vitesse d'une tortue. Pour revenir, nous faisons en 8 heures de voiture ce que nous avons mis 2 mois à parcourir. C'est brutal. Je n'aime pas cette sensation d'arrachement à la nature. Je mets toujours longtemps pour redescendre d'une aventure. Je cherche une façon de repartir. Étrangement, du jour au lendemain, je me mets au vélo. Moi qui suis un coureur de rivière, je découvre les possibilités infinies du voyage à 2 roues. Mais nous sommes à la fin de l'hiver 2020, une période que je ne suis pas prêt d'oublier. Une montagne vierge, mais interdite pour tous. Parti seul en ski de randonnée ce matin, Stéphane est prié de rentrer chez lui. La France est confinée et nos dirigeants annoncent que se promener dans la nature devient illégal. On marche sur la tête. Je vais devenir fou. Moi qui mise tout sur la liberté pour chercher le bonheur, je vis ce confinement comme un innocent mis au cachot, avec un boulet à chaque pied. Et pendant ce temps d'enfermement, je cherche la porte de sortie. Je suis avec attention le projet Bike to Boat de collègues aventuriers allemands. Ils ont traversé les Alpes à vélo en tirant leur kayak sur une remorque. Objectif, écumer les plus grandes rivières sur leur passage. Le concept m'intéresse. Et si je faisais la même chose en canoë, mais sans jamais quitter le vélo? Quand j'ai une idée, je sais qu'elle ne va plus me lâcher. Je cherche à voir ce qui se fait sur la planète. S'il y a d'autres zinzins qui ont pensé à la même chose. On arrive tous à la même idée, mais avec des solutions très diverses qui ne me conviennent pas. Des remorques trop lourdes, pas démontables et pas assez solides. Voilà, ça va comme ça. Du coup, je me mets au boulot et j'embarque dans cette aventure mon ami Christian, le vrai cycliste de notre duo. Accrocher une remorque à un vélo n'est pas très compliqué, mais poser un canoë de 4,50 m dessus présente quelques challenges. 2 modèles de remorques à canoë existent sur le marché. On les teste. On manque de casser la première, incapable de supporter la charge envisagée. L'autre ne se démonte pas facilement et elle est trop lourde. Il doit y avoir moyen de jouer là. On se dit que l'on peut faire mieux.
Christian soude un prototype en acier et on branche une usine du coin pour sortir une version en aluminium. Ça s'enfuise dedans. Ouais. 8, ouais. 8 kilos. Génial. En même temps, on se demande quel serait le vélo parfait pour une telle aventure. Ça doit faire du Serait-il possible de tirer une charge de 80 kg sans assistance? Pendant un temps, nous pensons au vélo électrique. Reste en pente raide. Assistance moyenne. Et ça passe bien. Très tentés, nous ne succomberons pas, voulant rester autonomes et ne disposant pas d'une rallonge électrique de 900 km. Les meilleures idées sont les plus simples. On partira avec nos vélos musculaires, mais dotés de freins surboostés pour ne pas terminer dans le fossé au premier virage. Et surtout équipés de changements de vitesse capables de monter aux arbres. Et ben ça y est, 23 mars. On a fini d'en parler. Et enfin, c'est le temps de jouer. Ça marche. Nos tests sont concluants, mais il va falloir pas mal de petits réglages. Des protections pour ne pas abîmer la coque du canoë quand les vélos sont démontés, des petites boîtes étanches pour ne rien perdre, du savon pour nous laver les mains après chaque manipulation de vélo. Un ami voyageur m'a dit un jour, ton sac, c'est le poids de tes peurs. Plus que jamais, le paquetage doit être ramené au strict essentiel, car tout ce qu'on emmène se sentira dans les jambes. Canoë 30 kg, matos de camping et vêtements 20 kg, matos photo et vidéo de Paul 5 kg, bidon cuisine porté par Christian 10 kg, kit réparation 4 kg, réserve d'eau 10 litres, remorque 10 kg, poids total tracté 80-85 kg. Un test de 2 jours en conditions hivernales nous permet de mettre ça au clair. Mais donc c'est parti. Nous devenons experts d'une discipline qui n'existe pas. Enfin presque experts, puisque le jour du test, je manque de laisser ma selle de vélo au bord de la rivière. Ah, j'allais oublier une autre particularité de notre aventure cano-vélo. La règle numéro 1. Interdiction totale de passer à l'eau. Notre matériel est à peu près attaché au canoë, mais il y a fort à parier que nous perdrions des pièces essentielles au moindre dessalage. Vas-y mon Le gars. projet canoë. Oh, t'es fou toi ou quoi? Le projet cano-vélo. Ouais. Le projet cano-vélo. Attends. Approche un peu. Super. Quand tu veux Christian. Christian, c'est le vrai cycliste. Il pratique le vélo sous toutes ses formes et depuis longtemps. Je l'ai rencontré devant l'école du village il y a 15 ans. Depuis chez moi, je voyais sa maison de loin, avec un canoë posé dans son jardin. Je me présente un matin, lui dis que moi aussi j'aime bien barboter sur l'eau. Il me répond « Tu fais quoi là? On fait une descente ?» Il est comme ça, Christian. Il sourit tout le temps et il est toujours partant pour tout. On n'est pas bien là. Mars 2021. Nous sortons du 3e confinement. Je propose à Christian un trip de 900 km au départ de la maison. Un mois en liberté pour relier 4 rivières et fleuves, le tout sans assistance. Le jour de notre départ, première surprise. La Drôme est en crue. En kayak ça passerait, mais en canoë c'est un peu chaud quand même. On va la jouer vélo, hein. On va se rabattre là-dessus. Ouais. T'imagines si on était que en canoë? Bah là c'est 5 jours d'attente avant de partir. Ça valide le concept. Ça va, jeune barbier? C'est dur. Tu veux rentrer. Je suis fatigué. J'ai faim. Tu ne mets pas dans le film ça. Premier jour du trip cano-vélo. On est parti ce matin d'Oust. Et donc à partir de maintenant,
On a un petit 70 km sur une piste cyclable qui est absolument magnifique, qui est une des plus belles d'Europe, la Dolce Via. Et donc c'est un bonheur puisque là, à partir de maintenant, on n'a pas à partager la route avec les voitures, que les vélos et les piétons, et les oiseaux et le beau temps. Voilà pour la première journée canot-vélo qui se déroule à merveille. Ça fait bizarre de penser que l'on est encore soumis au couvre-feu. La France est enfermée, et nous on mange une fondue dehors. Drôle d'époque, non ? 5 mai, 3e jour, l'étape qui pique. 58 km et 1000 mètres de dénivelé à grimper. 2 ans que je me demande si on va y arriver. Le moindre degré de variation de pente se sent. C'est comme si il y avait 2 copains qui vous font une blague et qui retiennent la caravane avec les mains. Et la sensation est des fois pas très agréable. Et là c'est une étape un peu symbolique parce que cette étape là, ces 20 km là, ça fait 2 ans que je gamberge dessus à me dire c'est pas possible, je vais pas y arriver, il y a trop lourd à porter. Vraiment de 2 ans de doute à m'en rendre malade. Et là, j'aperçois à 1 km la ligne de partage des eaux entre les eaux qui partent en Méditerranée et les eaux qui partent sur la Loire. Et en même temps, cette ligne de partage des eaux, c'est la fin de l'interrogation parce que cette maudite côte, on n'a plus la faire. Et c'est chouette. L'aventure n'est pas finie, mais c'est une super étape de fête. Et les incertitudes se lèvent parce que trimballer 80 kg derrière le vélo, c'était pas gagné. Mission accomplie. Il n'y a plus qu'à se laisser glisser jusqu'à Retournac. Mais pas bien là? Nous sommes arrivés à Retournac. Ça y est, objectif atteint. Au bout de 3 jours de vélo. À partir de demain, c'est canoë pendant au moins 5 jours. C'est le moment de se mettre en mode canoë. Il faut alors démonter le vélo et la remorque pour tout ranger dans le bateau. On ne l'a pas fait si souvent. Christian, plus débrouillard, négocie l'affaire en 20 minutes. Pour ma part, il me faut plus du double. Ne rien oublier, se souvenir de l'ordre du rangement, sangler les différentes pièces ensemble au cas où, même si le cas où ne doit pas arriver. Heureusement que cette manip n'est pas à faire tous les jours. À une époque, on a rêvé de vélos pliants qui nous auraient fait gagner du temps. Mais on a privilégié des modèles plus roulants, avec de bons dérailleurs et des super freins. Résultat, je galère toujours au démontage. C'est parti pour la Loire.
La Loire, le fleuve roi. Je me suis peu renseigné sur le parcours. On sait juste que ça passe. Les infos essentielles, c'est 200 km à parcourir entre Retournac et Digoin. 2 grands barrages à porter, mais pas plus de détails. Bah, ça fait du bien d'être libre, hein. Après cette année de merde qu'on vient de passer, de se souvenir que tout ça existe, que c'est à nous, qu'on a le droit d'y aller, qu'on y est bien, qu'on fait de mal à personne. Ça fait du bien de revenir ici. Juste pagayer, glisser sur l'eau, se remplir de la chlorophylle qu'il y a ça, sur les jeunes pousses des arbres. Et en plus on a du soleil. On a eu droit à un petit passage super sympa qui évitait un méandre. Un petit passage sous un pont. Et un petit vent sud qui nous pousse un peu, c'est très très sympa. Nous arrivons au barrage de Grandjean qui marque la fin de son lac. Un petit portage d'1 kilomètre et nous nous remettons en mode eau vive. Barrage de Grandjean, réglé. Ou presque. Ciao. Ciao. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les barrages. En général, on espère juste qu'ils lâchent, ni trop peu. En réembarquant, on découvre que celui-ci a piqué toute l'eau. La navigation devient alors plus technique. Chaque rapide doit être inspecté. Notre progression est ralentie par une multitude d'ouvrages impossibles à franchir. Des pieds de pont, des petits radiers truffés de rochers saillants qui risquent de casser les canoës. On va glisser sur le rocher de gauche. Oh non, on peut passer au milieu là. Il devrait y avoir des sentiers de portage pour les éviter, mais aucune trace. Les risques de coincement de pieds sont importants. Christian y laisse une jambe qu'il ne récupérera jamais complètement. Voilà le pont de Vauche. Une belle petite saloperie, ça fait 2-3 portages qu'on est obligé de se taper comme ça sur des... On est obligé, il n'y a pas de passe, ni pour passer à la cordelle et encore moins en bateau. Tous ces portages commencent à nous fatiguer. On aurait besoin d'un petit coup de pouce. Notre vœu est exaucé. Le vent se lève, et du bon côté. Ouais, si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. On fait du 10 km/h sans pagayer. Ça va vite, hein? À ce moment-là, on ne comprend pas encore que ce coup de vent annonce une tempête. On voulait de l'eau, on va en avoir. Il pleut. Ça donne pas envie de sortir. On est bien au chaud dans la tente. Et dehors, tout est mouillé. Mais faut y aller quand même. C'est parti. Et voilà le premier joli pont de la descente d'aujourd'hui sur une rivière en crue. Avant-hier on se plaignait de manquer d'eau et aujourd'hui la Loire est en crue. Elle a dû monter d'1 mètre.
Et c'est très bien pour cette étape qui va nous mener à Villeray si je ne mange pas la pile de pont qui vient vers moi. Sur la rivière, nous rencontrons Basile et Anthony. Sans grande expérience et avec un matériel de fortune, ils se sont lancés dans une Loire quasi intégrale. Le courant passe immédiatement entre nous, c'est le cas de le dire. Ça fait 2 ans que le projet est en cours, suite à la lecture d'un livre de David Olivier. Puis bon, voilà, on est des passionnés de Loire, on vit au bord de la Loire depuis qu'on est gamin et c'est un peu le rêve, descendre la Loire, c'est le mythe quoi. C'est vraiment des moments sauvages, surtout en ce moment avec le Covid. Nous on est complètement hors du monde, là on est sur notre petit nuage. C'est notre nouvelle façon de profiter de la vie, on va dire. Ça va peut-être être à la mode. Hein. Pour les 2 derniers jours sur la Loire en crue, nous prenons Basile et Anthony sous nos ailes. On se comprend en peu de mots. Les motivations sont les mêmes. La fascination d'un fleuve, l'envie de courir les bois, de sortir de la routine. On a soif d'aventure et de découverte, et le fleuve nous gâte à plusieurs reprises, comme lors de cette rencontre avec un pêcheur de silure. Ah non, à peine de vin. De 20 et votre record étant De 40. de 40. Au pied du barrage de Villeray, le fleuve est en furie. Des infos parcellaires nous indiquent que la traversée de Roanne pourrait brasser. À la sortie de la ville, un petit barrage m'inquiète. Si nos amis tombent à l'eau en amont, ça risque de mal se passer. C'est curieux quand le mental se met en route. L'inquiétude devient contagieuse. Embarquement au barrage de Villeray. Il y a 300 mètres cubes de flotte. Ça va à 20 km/h, c'est impressionnant. Et on va à toute bombe vers Roanne. Ça brassouille un peu quand même. L'exercice du jour, c'est de rassurer nos 2 collègues, Basile et Anthony. C'est juste un peu ambiance Colorado. Mais c'est cool, n'est-ce pas, maître Barbier? Ça me convient bien, moi j'aime bien, ouais. On va faire du gratte-cailloux au gros volume, c'est assez étonnant. Bon les gars de Saint-Florent-le-Vieil, là, comment ça se passe? Vous pouvez serrer à droite, hein, vous restez à droite. Serrez un peu à gauche, vers là où je suis là. Je pense qu'on va passer un peu dans les arbres. Voilà, il y a des marmites jolies. Mais après je vous ai fait un coup de bâche là, changement de cap au dernier moment. Le Mississippi. On cherche un spot de bivouac, mais tout est noyé autour de nous. Et quand c'est pas noyé, eh ben, c'est des champs avec des vaches de partout. Et c'est pas très conseillé de planter sa tente dans des champs de vaches parce qu'elles sont très curieuses. Et elles peuvent se prendre les pattes dans les fils. Et nous, on peut se prendre une tonne 5 sur la tronche au beau milieu de la nuit. Donc voilà, le petit jeu, c'est de trouver un spot dans cette espèce de bayou. C'est vraiment une ambiance géniale. On est le jeudi 13 mai. On termine aujourd'hui, ce matin, notre descente de 200 km sur la Loire. Au moment où je vous parle, il y a un petit ragondin. On a des super spectacles. La Loire est assez fantastique. Il y a des cigognes de partout, des hirondelles de partout, des aigrettes. Et puis plein d'autres piafs dont on ne connaît pas le nom. Et surtout, on n'aura croisé personne en 10 jours, hein, à part nos 2 compagnons de voyage, Basile et Anthony, qu'on a croisés il y a 3 jours et avec lesquels on fait ces derniers kilomètres jusqu'à Digoin. On va se mettre en mode vélo.
Et c'est pas mal aussi, ça va faire du bien de changer d'ambiance aussi, de pédaler un peu, de sortir de l'humidité. Et ce qui est chouette, c'est de se dire que de toute façon, dans 5 ou 6 jours, on retourne sur l'eau puisqu'on sera sur l'Ain. L'imprévu fait partie de l'aventure. Une série de barrières nous empêche de passer en mode vélo. Qu'à cela ne tienne, on n'est pas à 3 km près, on continue en canoë. Et tant qu'à faire, on prend l'une des plus grosses douches du trip. Pardon monsieur, que pensez-vous du réchauffement climatique et de la sécheresse en général? Pour l'étape suivante, je redoutais un peu une épreuve physique. C'est la pluie qui va tester notre mental. Jusqu'ici, c'était humide. À partir de là, ça va devenir vraiment mouillé. Nous pédalons maintenant le long du canal du centre qui relie la Loire à la Saône. Nous aurions pu emprunter le canal en canoë, mais un canal c'est terriblement plat et chaque écluse aurait demandé un portage. Pour ces 200 km de vélo, nous allons emprunter l'Eurovélo 6, piste cyclable mythique qui traverse l'Europe. À partir de Chalon-sur-Saône, c'est la Bressane qui nous mènera à Lons-le-Saunier pour rejoindre enfin Pont-de-Poite. Malgré quelques éclaircies, ce sont des litres d'eau qui nous accompagnent pendant ces 4 jours de pédalage. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des escargots. En canoë, on a l'habitude d'être mouillé. Et puis l'équipement est adapté. En vélo, c'est une vraie galère. Pourquoi fais-tu sécher tes slips sur ton canoë-kayak? Parce que j'ai plus de slip sec. On saute sur chaque fenêtre de soleil pour faire sécher les affaires. Mais ce n'est pas suffisant et toutes les occasions sont bonnes pour dormir à l'abri. On va bientôt sortir de ce bazar et retourner au vert. Les pique-niques sous la pluie, c'est pas exactement ce que j'avais espéré. Nous naviguons entre résignation et pétage de plomb. Des fois, tu te demandes pourquoi tu fais tout ça. La météo locale est plutôt bonne, en Franche-Comté. Il n'y a que les mois de juillet et août où on se les pèle. Ce sont les 2 mois où on arrête le chauffage. J'en ai marre de cette journée pourrave, sous la pluie et le vent, sur la Bressane, alors que j'attaque une descente et que je peux même pas avoir les 2 mains sur le guidon. Maître Barbier me disait, il y a du bon partout, profite. Eh ben je profite de la pluie sur la tronche. Nous sommes le lundi 17 mai. On est à Pont-de-Poite, au bord du lac de Vouglan, après une étape de 50 km entre Louhans et Pont-de-Poite, via Lons-le-Saunier. Et puis on comptait embarquer sur ce joli lac de Vouglan et d'enchaîner et de se perdre un peu dans la nature. Mais la météo, encore une fois, a décidé autrement. Ça tonne encore. Et on va attendre que tout ça passe. On va profiter d'une nuit relativement au sec. Et puis demain sera un autre jour. Mais là, aujourd'hui, on a eu notre dose de flotte.
Amenez-moi sur de la menthe à l'eau et j'oublie tout. Le lac de Vouglan est pour nous tout seuls. Nous en explorons chaque pépite. Les averses sont finalement un cadeau. Toutes les cascades sont en eau. Je fais le plein de beauté. Je m'imprègne des couleurs du printemps. Sur les arbres, le vert des nouvelles feuilles m'hypnotise. Voilà pourquoi on part. Et voilà ce qu'on cherche. Et on a trouvé. Après 2 jours sur le lac, nous devons porter le barrage et nous remettre en mode vélo. Vouglan nous a fait planer, l'atterrissage est brutal. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas encore eu la grêle. Il y a de la pluie, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la grêle. Mais ça va pas durer, hein. Ça va pas durer, hein. Je redoute l'inconnu, mais encore plus la monotonie. La bonne nouvelle, c'est que l'on ne va pas s'ennuyer sur l'Ain. Et c'est parti pour cet épisode de l'Ain. Petite succession de barrages, des coins super sauvages. Ça va être chouette. Et aujourd'hui, il fait beau. On va en profiter. La rivière n'en est pas vraiment une. Plutôt une série de lacs entrecoupés de plusieurs barrages. Comme sur la Loire, rien n'est prévu pour les contourner facilement. Alors il faut improviser. 1, 2, 3. Pas exagérer non plus. Hein. Il aurait pu neiger aussi. Hein. Il n'y a pas à se plaindre. Puis il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller dans la jungle. Et ben nous on y est à peu de frais finalement. Entre 2 galères, les paysages sont sublimes. On a l'impression de pagayer en haute montagne. Neuville-sur-Ain et son fameux rapide, je pense qu'on a bien fait de porter parce que franchement ça brasse. Nous avons hâte de dépasser Neuville-sur-Ain où un dernier petit barrage libère enfin la rivière. Non bah il y a un petit bras de gauche tout mignon. Certains rapides bougent sérieusement. Nous n'oublions jamais la règle numéro 1, interdiction de dessaler. On nous a parlé d'un gros tas de branches qui pourrait provoquer un barrage naturel. C'est ce que redoutent le plus les pagayeurs. Là encore, le cerveau se met en route et envisage le pire. Notre vigilance est décuplée. Nous ne trouverons jamais cet embâcle. En revanche, de grosses vagues nous donneront quelques frayeurs. T'es pas passé loin, hein. Les rivières zambéziennes comme ça, là, c'est pas de demi-mesure. Hein. Quand c'est à droite, c'est faut tabasser. Et y aller franco à droite. C'est juste le 5e aujourd'hui. Après 6 jours à la dure, on s'offre un moment de répit dans un palace 5 étoiles avant d'attaquer les 30 derniers kilomètres jusqu'à la confluence avec le Rhône. Ah ouais, quand même. Ça fait 3 semaines que je me suis pas vu. Cette dernière journée sur l'Ain amène un peu de douceur. Un joli courant et des rapides sans difficulté. Il y a des jours comme ça où tout devient facile. Je me sens exactement à ma place, sur l'eau, tout simplement. Tout petit,
Je voulais être le commandant Cousteau, explorer le monde avec un bonnet rouge. Plus tard, je ne ratais aucune émission des Carnets de l'aventure ou d'Ushuaïa. Je me souviens de ces baroudeurs parlant de la nécessité d'une vie intense, qui ne consiste pas à attendre le week-end ou les vacances pour être heureux. J'ai organisé ma vie pour atteindre cet objectif. Chaque aventure sur l'eau a apporté sa petite dose d'adrénaline avec le kayak, puis d'endorphine en canoë, l'hormone du bonheur. Belle étape, c'est Barbie. Ah oui, on a l'impression que l'un a un plus gros débit que... Ouais, par contre le changement de couleur est flagrant. Hein. Au niveau de la confluence avec le Rhône, nous entrons par hasard dans un bayou éphémère. Une forêt enchantée qui offre une seconde fois tout ce que j'attendais de cette aventure. Un rêve éveillé, seulement accessible en canoë. L'instant parfait. J'aime cette sensation de privilège. L'idée que le sauvage existe encore à 30 minutes de Lyon. J'ai l'impression que le commando est terminé. Je crois que toute cette pluie, toutes ces crues avaient quelque chose à me dire. Si le bonheur se présente en bribes qu'il faut savoir saisir, le voyage est encore plus beau quand on accepte toutes ses facettes. Quelques mois plus tard, Christian me cite ces quelques vers d'Aragon. Mais qu'est-ce qu'un beau soleil à qui n'a vu l'orage ? Il est peut-être là le secret du sourire de Christian. Il faut bien se résoudre à quitter la forêt enchantée pour continuer l'aventure. L'étape d'après, c'est 4 jours sur l'eau. 170 km nous ramenons doucement vers la Drôme. Au moment où nous rejoignons le Rhône, nous avons déjà parcouru 700 km à la pagaie et en vélo. Il nous en reste 200 pour revenir à la maison, c'est-à-dire 5 jours si tout va bien. À l'entrée de Lyon, 2 gros rapides nous attendent. La vague de Miribel et celle de la Fessine. Ça passe mais c'est tendu. Parce qu'il y a des grosses vagues, il y a des gros remous. Et nous on peut vraiment pas se permettre de nager. Parce qu'on perdrait le vélo, la remorque, etc. Donc on va rester en mode vélo jusqu'à la Fessine. À 5 km. Nous traversons Lyon amusés. Nous nous sentons comme 2 hommes des bois. Au bord, la jeunesse retrouve les joies des bars péniches. La vie reprend, mais pas celle que nous aimons vraiment. Alors nous passons notre chemin pour des horizons plus tranquilles. On est à Vienne. On aurait dû passer en canoë, mais à l'entrée de Vienne, il y avait un vent de tous les diables. Et du coup, on est passé en mode vélo. Je monte en vélo parce qu'il y a trop de vent pour faire du bateau et j'ai pas envie d'en chier. Et comme on a les vélos, autant en profiter. Et une fois que les vélos étaient montés, le Rhône était d'huile, il n'y avait plus de vent. Mais c'est pas grave. Ça permet d'aller plus vite à Saint-Pierre-de-Bœuf. Les sorties de barrage, ça brasse toujours un peu. Mais bon, c'est un peu du clapot juste pour faire peur. On se demande si c'est pas la journée parfaite qu'on attendait depuis le début. Tout est facile. On commence à penser au retour. Alors faut essayer de vivre l'instant présent, mais ça va être aussi une nouvelle étape. Le retour à la maison. Bien sûr, moi j'ai hâte de retrouver ma famille, mais c'est un changement de rythme, c'est retrouver le quotidien, donc il va falloir redescendre doucement.
Mais c'est pas tout de suite. Il y a encore 2 jours et demi, 3 jours. Et il semble que Mère Nature nous propose d'en profiter. Ça, c'est mon coin préféré du Rhône. Le pont derrière nous et le village derrière nous, la petite ville, c'est la fin de la boucle en fait. On est passé là il y a 25 jours, 26 jours. On est arrivé et accueilli d'ailleurs par un petit bouquet de fleurs. Les voilà. Voilà, le trip s'achève. C'est les 600 derniers mètres avant d'arriver chez moi. Et ces 2 dernières années, je me suis très souvent demandé dans quel état j'allais arriver pour ce dernier jour de trip cano-vélo. Aujourd'hui, je le sais, en bon état. Je me disais, mais serais-je même capable de décoller de la maison avec ce chargement derrière? Et puis comment je reviendrai? C'est juste un sentiment de mission accomplie. Je voulais voir si ça pouvait se faire. Ça se fait. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de plus de fierté que ça. Je suis juste content de l'avoir fait. Puis le but maintenant, c'est de ramener un peu de tout ça à la maison. Dans le sens se souvenir que voilà, quand ça monte, il y a toujours un plat après la montée. Donc c'est pas dur tout le temps. C'est peut-être ça la leçon. Être patient aussi avec la météo qu'on a eue. De se dire que bon, un jour il s'arrêtera de pleuvoir et ça ira mieux. C'est peut-être ça les petites leçons de cette aventure. Et puis ce qui est chouette, c'est que c'était une aventure à la maison et que la nature, elle est là, elle m'attend, elle nous attend. Et c'est pas compliqué. Faut y retourner n'importe quand. Nous sommes sur les bords de Drôme. On a fini notre voyage, mais on était à 25 jours. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas un 26e, surtout avec les conditions de rêve qu'on a aujourd'hui. Sachant qu'on n'avait pas pu faire la Drôme au départ, on va la faire à la fin, à l'arrivée de notre trip. C'est parti. L'instant parfait. Glisser sur une rivière bleue bercée par le chant des oiseaux. Je suis allé le chercher ailleurs alors qu'il était là, à la maison. En fait, il est caché partout. Il faut garder les yeux bien ouverts. Fallait-il en baver autant pour réaliser cela? Je comptais sur ce voyage pour me retaper le moral et calmer les angoisses vécues pendant les mois d'enfermement.
Est-ce vraiment dans l'aventure que j'allais trouver la sérénité? Quelques mois après notre retour, je trouvais cette phrase dans un bouquin de Laurent Godet. Il lui fallait le ciel entier, plein d'étoiles mouillées, pour épancher sa mélancolie. Il ne demandait rien, qu'on le laisse simplement glisser au fil de l'eau, en abandonnant derrière lui les tourments du monde. Au bout de ce 26e jour magique, toutes les peines sont oubliées. Nous terminons dans la facilité. La boucle est bouclée, sans avoir le sentiment que l'aventure s'arrête brutalement. Nous n'avons pas gravi l'Everest ni descendu l'Amazone. Je voulais juste faire le plein de lumière et de son. Nous sommes partis de la maison. L'aventure et la liberté ne sont pas ailleurs. Elles sont chez nous, derrière notre porte, quelle que soit la destination. Et on peut partir quand on veut. Ce voyage n'a pas effacé tous mes doutes. Il m'a juste rappelé que rien ne se passe jamais comme on l'avait imaginé, et c'est mieux comme ça. Et dans les moments difficiles, je me suis souvenu de cette chanson québécoise qui disait « Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour, je vais continuer. » Comment était ce trip, maître Barbier? Humide. Humide. C'était physiquement supportable, psychologiquement engagé. Prochaine aventure? On va aller faire un petit tour sur l'Ardèche. Un petit tour sur l'Ardèche? Ouais. Allez. Eh ben, c'est juste là. C'est le premier à gauche. Première à gauche, C'est on ça. y va? On y va? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Par contre, faut pas se mettre de boîte et nager au milieu du Rhône. C'est bien aussi l'Ardèche? Ça, il s'appelle Rivière. Allez, on va faire un peu.